entre l'Égypte, Washington et Paris en train de se battre, et Bruxelles, pour essayer de conscientiser les gens. Alors, mais généralement, on sort une apathie généralisée. Oui, d'accord, oui, il ne faut pas dramatiser, écoutez, soyons ouverts, soyons tolérants, bon, continuons comme ça. C'est l'effondrement. Et les gens ne veulent pas comprendre, ne veulent pas entendre, et c'est une des raisons pour lesquelles mon discours ne plaît pas à beaucoup. Mais je continuerai à parler, et je parlerai un quart d'heure après ma mort, ma langue continuera à fonctionner. Bon, ceci dit comme introduction, je vous dis donc que sentiment d'angoisse et d'écœurement chez les chrétiens du Moyen-Orient se sentent abandonnés, négligés, sacrifiés des intérêts économiques et politiques, et les nations européennes porteuses de valeurs de démocratie, de liberté, semblent complètement aller à contre-courant de ces valeurs. Il y a aussi un sentiment de lassitude chez nous, chrétiens d'Orient. On est fatigués, fatigués d'un combat contre un ennemi, pas seulement l'islam ou l'islamisme, mais contre une politique, une géopolitique qu'on ne comprend pas. Parce que moi, j'essaye chaque jour, je suis chaque jour devant mon ordinateur avec des réseaux, avec des liens, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Je commence à voir un peu plus clair, mais ce n'est pas facile, parce qu'il y a une campagne systématique de désinformation de l'Occident en général, où les grands médias, en Amérique et en Europe et en France, sont achetés à 95%. Rares sont les journaux et les canaux de télévision qui disent la vérité. C'est écœurant. Écœurant. Malheureusement, les sources d'information de la majorité du public, c'est la télévision. On vient le soir fatigué, à 20h, journal de 20h. Euronews, TV5, TV2, je ne sais pas quoi. On écoute, oh, ils ont dit ça. Donc c'est la vérité. Tous ces médias sont achetés, grassement payés. Et c'est du mensonge de A à Z. Un petit exemple. La nuit c'était chez nous. Bon, en Amérique c'était le jour. À 2h du matin chez nous, les sondages. Vous croyez encore aux sondages? Vous croyez encore aux statistiques? Vous croyez encore à ces chiffres qu'on vous donne, qui sont de la manipulation pure et simple de la vérité? Les sondages donnaient 80% de chance à Hillary Clinton de gagner et 20% à Donald Trump. C'était 2h du matin. À 7h du matin, Donald Trump était élu. Le lendemain, le rédacteur en chef du New York Times, un des plus grands quotidiens du monde, démissionnait en disant « Je vous ai menti ». Je vous ai menti. Il a eu la décence de reconnaître ça et de démissionner. Mais est-ce que le monde, votre monde ici, et le monde diplomatique encore plus, va faire ça? Pas du tout. Et les autres journaux et les autres canaux. En d'autres termes, toute l'information est manipulée et on vous vend du mensonge. Et les gens avalent ça parce qu'ils n'ont pas le temps de consulter ou de se renseigner. Et alors,
Que vaut une démocratie lorsque l'information est complètement faussée, manipulée? Que vaut une démocratie? Qu'est-ce qu'elle vaut? Parce qu'une démocratie suppose une base de donner une information objective. Quand vous ne l'avez pas, alors vous ne savez pas. C'est ce qui explique le taux d'abstention à vos dernières élections. Les gens ne savent pas. Ils ne savent pas. Et tout est tenu. Alors, nos chrétiens du Moyen-Orient, notre Moyen-Orient en général, est l'objet de convoitise du monde entier à cause de ce maudit pétrole, ce maudit gaz naturel, pour lequel on sacrifiera des populations entières. La guerre de Syrie, c'est une guerre montée de toutes pièces, à cause d'un pipeline qui doit partir du Qatar vers Tripoli, Tartus et la Turquie, et qui doit traverser la Syrie. Donc il fallait faire tomber Assad. Il n'est pas tombé. Et le président Hollande, feu Hollande, si on peut dire feu, eh bien disait solennellement, je l'ai vu à la télévision, désormais notre seul interlocuteur pour la Syrie, c'est quoi? Le régime l'armée oui, libre. La nouvelle. Et maintenant, il se retrouve dans la déconfiture parce que l'histoire lui a donné tort et la réalité lui donne tort. Hein, et celui qui reprend la Syrie en main, c'est Bachar, un dictateur, mais oui. Saddam Hussein, un dictateur, mais oui. Kadhafi, un dictateur, mais oui. Enlevez les dictateurs, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 10 000 dictateurs. Vous avez la pagaille, vous avez le chaos, vous avez la régression totale. Vous allez me dire, tu es pour les dictateurs? Non, je suis pour un pouvoir fort, avec ses ombres. Hein, il faut être, il y a un certain dose de réalisme à avoir dans la politique. Alors, donc, on a supprimé les dictateurs. On est arrivé au chaos, qu'on appelle le chaos créateur. Vous voyez qu'est-ce qu'on a créé au Moyen-Orient? Vous voyez qu'est-ce qu'on a créé? Pour ce fameux pipeline, 100 000 morts, 200 000 morts, 300 000 morts, plusieurs millions de réfugiés et d'émigrés. Aucune importance. L'être humain n'a aucune valeur aujourd'hui. Aucune valeur. C'est écœurant, révoltant. Et je me battrai jusqu'au dernier souffle contre cette barbarie, cet retour à la barbarie. Pour des dollars, des pétrodollars, des saloperies de dollars. Ceux qui mènent le monde aujourd'hui, c'est Wall Street. Ce sont les financiers, les banquiers de Wall Street à New York. J'ai la liste. J'ai les noms. Parce que c'est pas tout. Il y a Wall Street. Il y a la franc-maçonnerie. Il y a toutes sortes de... Mais ça fait bon ménage ensemble. Le Bilderberg, pour ceux qui ont entendu parler du Bilderberg, le club des nantis de la Terre, qu'ils sont en train de redessiner la carte du Moyen-Orient. Je viens à ce... Puisqu'on parle du Moyen-Orient, 1917, 2017, ça vous dit quelque chose? Ça en 2017. Qu'est-ce qui s'est passé en 1917? La chute de l'Empire ottoman. Les accords Sykes-Picot. Sykes était un Anglais. Parce que l'Empire britannique à l'époque, c'était la puissance mondiale. Picot, représentant la France, qui était la deuxième puissance mondiale, ou la troisième après l'Amérique, si vous voulez. Bon. Ils ont décidé de redessiner la carte du Moyen-Orient, de la dessiner, peu importe. Ils se sont mis autour d'une table, avec des équerres, des règles, des crayons, et ils ont dit, la Libye, tac, tac, la Syrie, toc, toc,
l'Irak, tic-tic. Alors, on a dessiné une carte, et entre la France et l'Angleterre, ils ont décidé ce que serait le Moyen-Orient. Et voilà. Et on en est resté là. 2017 maintenant, nous sommes à un tournant radical où le Moyen-Orient est en train d'être redessiné. Vous allez me dire, ça va aboutir à quoi? Vous croyez que je le sais? Personne ne le sait. Même les acteurs qui sont derrière les coulisses ne le savent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des facteurs qui leur échappent. La Chine. Donald Trump. On le traîne dans la boue. On en fait un imbécile. On en fait un fou. Il est un peu fou. Seuls les fous font quelque chose. Donald Trump n'est pas du tout un imbécile. Il sait très bien ce qu'il veut et ce qu'il fait. Je viens de recevoir ces jours-ci un article remarquable d'Hélios d'Alexandrie, avec lequel je suis en contact, mais je ne vous dirai pas son vrai nom. Et donc, un ancien du Collège des Frères, Saint-Marc d'Alexandrie, hyper lucide, hyper intelligent. C'est de la très haute géopolitique, cet article qu'il vient de m'envoyer. Une analyse de la situation mondiale et proche-orientale, parce que les deux sont liés. On ne peut pas comprendre le Proche-Orient si on ne comprend pas le reste du monde. On ne peut pas comprendre la France si on ne peut pas comprendre le reste du monde. On ne peut pas comprendre l'Europe et ce qui se joue en Europe sans comprendre le reste du monde. Et si je suis hongrois, c'est parce que j'ai choisi d'être hongrois. J'ai demandé d'être hongrois, j'ai obtenu illico. Parce que la Hongrie actuellement est un des rares pays qui soit lucide sur l'avenir de l'Europe. Alors que la France et l'Allemagne sont en train de s'enfoncer dans le gouffre, il y a heureusement la Hongrie, la Pologne, la Tchéquie et la Slovaquie qui ont fait bloc pour faire le V4, Visegrad 4. Et quand j'étais à déjeuner avec Viktor Orban, on causait politique. Et pendant qu'on causait politique, ses secrétaires lui disent, c'est fini, le temps était imparti, c'est fini. Il dit, taisez-vous, taisez-vous. Il a prolongé avec moi. Hein. Je lui dis, l'avenir de vos 4 pays ici, qui font une contre-Europe, une anti-Europe, leur avenir est dans une alliance avec la Russie. La Russie est un acteur capital au Proche-Orient et en Europe et dans le reste du monde. Et ce n'est pas pour rien que Donald Trump est en train de rétablir des relations amicales avec la Russie. Et ce n'est pas pour rien que la première visite, avant même Hambourg, la semaine dernière, il y a quelques jours, il a été en Pologne. La Pologne, les tradis. Il a fait un discours remarquable, qui est analysé justement dans l'article que je vous signalais.